Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Mots croisés, le dernier avant Noël. Et dans la hotte du Père Noël à Bercy, il y a la loi Macron. Travail le dimanche, déréglementation des professions du droit, ouverture du transport par autocar, entre autres. Cette loi doit permettre de déverrouiller l'économie française, relancer la croissance, l'emploi, la consommation. Mais elle est loin de faire l'unanimité à droite comme à gauche pour des raisons différentes. Alors, loi Macron. Pour ou contre, on va le demander à Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Éric Woerth, député de l'Oise, délégué général de l'UMP chargé de l'économie et des finances, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, maire de Hyères et président de Debout la France, Jean-Claude Lailly, secrétaire général de Force ouvrière. Tout au long de l'émission, vous pouvez réagir aux échanges de nos invités sur les réseaux sociaux. Guillaume Darret, journaliste du service politique de France 2, viendra faire un point sur vos réactions. Hashtag ou dièse mots croisés. Avant d'entamer le débat sur la loi Macron, un mot du discours de François Hollande de ce soir. Le président a inauguré la maison de l'immigration 7 ans après son ouverture. On l'écoute. Et c'est cette situation d'étrangers depuis longtemps en France qui a justifié la revendication de leur ouvrir le droit de vote aux élections locales. Rien ne peut se faire sans une révision de la Constitution, ce qui suppose dans notre droit une majorité des 3/5 au Parlement, c'est-à-dire l'accord de toutes les forces républicaines. J'y suis pour ma part favorable à elles de prendre leurs responsabilités. Le droit de vote des étrangers aux élections locales, c'était la promesse numéro 50 de François Hollande. Toujours pas de date? Il ne peut pas la tenir? Écoutez, c'est d'abord, je pense, des propos au-delà de ceux qui ont été rapportés à l'instant, des propos qu'il faut rappeler aujourd'hui, c'est-à-dire que la France a une histoire, c'est une terre d'immigration et que cette immigration a été et est une richesse pour la France. Alors après, il y a le débat sur une des mesures dans la problématique de l'intégration, à savoir le droit de vote des étrangers. C'est une proposition qui a été portée par différentes formations politiques. Vous le rappeliez, François Hollande pendant la campagne présidentielle. À un autre moment, Nicolas Sarkozy l'avait dit. Nous verrons s'il est possible de réunir à l'intérieur des deux assemblées, à l'Assemblée nationale et du Sénat, les 3/5 qui sont nécessaires pour faire cette réforme de la Constitution. En attendant, toujours pas de dépôt de projet. On a une Constitution, donc on peut vouloir la changer. C'est un droit démocratique, mais on ne peut pas l'imposer. Donc il faut qu'il y ait... C'est une promesse qu'on ne peut pas tenir, en fait. Non, c'est une promesse qu'on pourra tenir si jamais tous ceux qui sont prononcés pour cette mesure passent aux actes. Nous, je pense que la majorité à l'Assemblée nationale passera aux actes en faveur. Mais nous n'avons pas 60% à l'Assemblée nationale, ni 60% au Sénat. Donc il faut que d'autres formations politiques qui se sont prononcées pour le droit de vote aux élections locales, en l'occurrence l'UMP de M. Sarkozy, ou plus exactement M. Sarkozy, pour être plus précis, eh bien, fassent que ces formations politiques mettent en œuvre ce qu'ils ont dit à un moment donné. Éric Woerth, vous avez sans doute entendu Jean-Pierre Raffarin ce week-end dire qu'il n'était pas opposé au droit de vote des étrangers. Est-ce que vous pensez qu'une partie de la droite serait en mesure de voter cette loi? Partie de la droite, je ne sais pas. Moi, en tout cas, à titre personnel, je n'y suis pas favorable du tout. Je considère qu'il y a une vraie différence entre la nationalité, entre le droit de vote est attaché pour moi à la nationalité. À partir du moment où on vote, on est français ou on est européen. Sur les élections locales, on est européen parce qu'on a un projet politique commun avec les Européens. Donc je n'y suis pas du tout favorable. Je vois bien qu'il y a des bons sentiments derrière, mais on ne fait pas vraiment de bonne politique uniquement avec de bons sentiments. Pourquoi ? Parce que ça marche pas, parce que je ne vois pas pourquoi des personnes qui désirent rester dans leur nationalité, elles ont le droit, elles sont en France, elles sont en situation légale, mais elles sont étrangères, donc elles n'ont pas à participer aux décisions locales, même si elles payent leurs impôts. Les impôts ne sont que la contrepartie de leur consommation des services publics, ça c'est autre chose. Mais quant à devenir citoyen, au même titre qu'un citoyen français, ça passe par la nationalité. Et donc s'ils le souhaitent, ils demandent la nationalité française, et ils obtiennent la nationalité française. Et à ce moment-là, ils deviennent électeurs. Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes d'accord avec Éric Woerth ? Écoutez, la République, c'est la citoyenneté, et donc c'est lié à la nationalité. Et d'ailleurs, c'est faire insulte à tous les étrangers qui sont arrivés sur notre sol, qui ont fait l'effort de devenir français, et qui se verraient privés des résultats de cet effort. En vérité, vous savez, c'est une mesure bien démagogique du président de la République qui sait très bien que ça ne sera jamais voté. Heureusement, parce que les Français ne le veulent pas. Et cela participe d'un grand cinéma, mais qui ne traite pas les vrais problèmes. Et vous savez, il a inauguré le musée de l'immigration. Un musée, pourquoi pas ?
Mais ce qu'attendent les enfants des immigrés auxquels il a rendu hommage, qui sont français, eux, c'est un boulot. C'est un avenir, c'est une considération. Et ça, le président de la République ne leur permet pas de l'avoir. Ça, pour le coup, il en parle depuis 2 ans et demi, alors que de l'immigration, c'est vrai qu'il en parle assez peu. Jean-Claude Mailly, vous êtes favorable au droit de vote des immigrés aux élections locales? Écoutez, oui, on est sur, ce sont des élections locales. Nous, on a un inconvénient, même si syndicalement, c'est pas directement de notre responsabilité à ce qu'ils puissent voter. Ils payent des impôts. Et Rivard dit c'est lié à l'utilisation des services civiques, certes, mais ils payent des impôts. Dans les élections professionnelles, fort heureusement, alors là, c'est en tant que salarié, non pas en tant que citoyen, les travailleurs étrangers votent à juste titre. Donc nous n'y voyons aucun inconvénient, même si il peut y avoir une connotation politicienne dans le discours du président de la République. Ça, je ne le nie pas, mais nous sommes plutôt favorables. Oui. Alors, le projet de loi Macron a donc été présenté mercredi dernier en Conseil des ministres. Le jour même, Martine Aubry signait un article dans Le Monde pour dénoncer la régression que représente cette loi sur le travail le dimanche. C'est sur ce point que se cristallise le rejet au PS. Alice Gauvin et Céline Marchand ont suivi la gauche réfractaire, passéiste, dirait le Premier ministre, celle qui menace de voter non à la loi Macron. Les visages sont soucieux ce mardi soir, à la réunion publique des frondeurs de Vive la gauche. Ce matin, le ministre de l'économie est venu exposer son projet de loi aux députés socialistes. Il doit le présenter demain en Conseil des ministres. Qu'est-ce que vous avez dit, Macron ? Il a commencé à aborder le sujet en disant je veux des droits réels, y compris en renonçant des acquis sociaux. C'est ça, c'est intelligent, ça. Il se joue quelque chose d'essentiel. Il n'y a aucune raison d'augmenter le travail du dimanche. Ni les raisons économiques, ni les raisons sociales, ni l'attente des Français. Et le fait qu'il existe un jour qui, pour l'immense majorité des Français, est un jour où on ne consomme pas, on ne produit pas, on ne travaille pas, me paraît correspondre à un projet de société assez équilibré, un jour dans la semaine. Nous devons tout faire pour que le gouvernement abandonne. Et ça veut dire que vous devez soutenir les parlementaires pour qu'ils acceptent de ne pas voter cette loi et de voter contre cette loi. À droite, on ne voit pas. Vous êtes heureux de ne plus être dans un gouvernement qui propose une loi comme la loi Macron ? Non, je suis malheureux que le gouvernement puisse proposer des mesures qui, à mon sens, ne règlent rien sur le plan économique, vont rendre plus vulnérables les salariés. On ne parle plus aux citoyens, on ne parle plus aux travailleurs, on ne parle plus qu'à des consommateurs. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement pourra en arriver à gouverner sans sa majorité ? Il peut l'imaginer, ça ne va pas durer. Hein. Quand vous n'avez ni l'opinion publique, ni votre majorité, pas de rassemblement des forces qui vous ont soutenu, pas le monde syndical qui se mobilise, et comme cela lie au bout du compte une partie du MEDEF, je ne crois pas que ça tiendra comme ça. Le gouvernement écoute-t-il sa majorité ? Le lendemain, à l'Assemblée, Karine Berger découvre le texte de loi qui vient d'être rendu public. Elle est chargée par le PS d'examiner si les points de désaccord soulevés par les socialistes ont été retirés. On va direct au travail du dimanche. Ok, à 50. Donc, il est où le nombre de dimanches concernés ? On est toujours sur un passage de 5 à 12. Ça, les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l'employeur peuvent travailler entre 21h et 24h. Bon, ça, c'est le travail de nuit. Donc la nuit commence à minuit dans le projet de loi. Tu peux par accord original. Parce que ce sont des gens qui se couchent tard et qui se lèvent tôt. Vous avez le sentiment qu'ils ont l'intention de passer en force sur les 12 dimanches travaillés, par exemple ? À ce stade, le ministre de l'économie n'a pas donné l'impression publique, en tout cas, qu'il souhaite une discussion, qu'il souhaite ouvrir la discussion là-dessus. Mais je pense que nous avons les moyens de persuader le gouvernement que c'est aller vers une généralisation qui ne serait pas bonne ni pour la France, ni pour, à vrai dire, la gauche. Ce sera donc la position officielle du Parti socialiste. Dire à demi-mot qu'en l'état, il ne voterait pas la loi. Comme si la fronde avait gagné le parti tout entier. Bonjour. Nous demandons en conséquence que ce ne soit pas 12 dimanches travaillés dans le futur en France, mais qu'on revienne vers un chiffre compris entre 5 et 7, c'est-à-dire à peu près la situation actuelle. À l'Assemblée, les frondeurs se sentent désormais moins seuls et prêts pour la première fois à voter contre une loi de leur majorité.
nous disait qu'il va y avoir des compensations pour les salariés. J'ai regardé le texte précisément. Les compensations qu'il prévoit, c'est pendant 3 ans. Et il ne dit pas si c'est payer 1% de plus, 0,1% de plus. Vous pensez qu'il y a une scission aujourd'hui entre les parlementaires socialistes et le gouvernement? Mais je l'ai entendu dire dans la conférence de presse qu'il avait la majorité. On ne compte pas de la même façon. S'il y a 100 députés socialistes qui votent contre, le texte il ne passe pas. Jean-Marie Le Guen, y a-t-il une majorité sur la loi Macron? Bon, il y a une majorité de Français, et une majorité de Français de gauche. Et ça, c'est Mais à pas l'Assemblée- tout à fait... attendez, je pense que les parlementaires, ils écoutent aussi. Et donc, je constate qu'il y a une très large majorité. Je parle déjà chez tous les Français, mais aussi chez Là, vous faites les Français référence à de gauche. un sondage, 63%. Plusieurs, 60, de 70 Français se disent sur à favorables à Paris, la loi par Macron. exemple, puisque c'est un grand débat de l'ouverture du dimanche, c'est à Paris. Plus de 75% des Français de gauche, ils sont favorables. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, bon, ce reportage, vous l'auriez pu le faire il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois, dans la mesure où il y a toujours le même groupe de parlementaires qui... Mais c'est plus les et on nous fondeurs, c'est le dit- PS. Hein. C'est ça qui est nouveau. C'est que, puis même Jean-Christophe Excusez-moi, mais Cambadélis, ça votre parle. reportage... Oui, Il Jean-Christophe- veut un compromis. mais pourquoi... Attendez, une loi à l'Assemblée nationale, elle est discutée avec les parlementaires de l'opposition, elle est discutée avec les parlementaires de la majorité. Mais c'est rare que votre camp dise d'office, pour l'instant, vous n'avez pas la majorité, on discute, on verra Ça, bien. c'est ce que disent un certain nombre de gens qui l'ont dit 10 fois depuis Il y en a beaucoup, ces hein. derniers mois. Non, je vous assure, je suis tout à fait serein en la matière. Donc il faut être simplement dans une optique de dialogue, car en fait, si on regarde, c'est quels sont les horaires auxquels on va ouvrir ce dimanche, dans quelles circonstances, le centre-ville par rapport à la périphérie. Le nombre de Bref, dimanches. le nombre de dimanches, bien évidemment. Les compensations, puisque ce qui est important dans ce texte de loi, c'est les compensations qui vont être données aussi aux salariés. Voilà, on va examiner toutes ces questions. On parlera peut-être à la fois un peu plus au fond du travail du dimanche, et on parlera peut-être aussi de tous les autres aspects de la loi Macron, qui sont tout un tas d'éléments précis qui vont débloquer un certain nombre de choses dans notre société, qui vont apporter plus de services aux Français et plus d'activités, donc plus d'emplois pour aussi de très nombreux Français. Vous pourriez, vous, voter cette loi ou tout est acheté pour vous? Non, tout n'est pas acheté, parce que c'est une loi très hétéroclite. On y crée des entreprises d'armement, on crée des lignes d'autocars, on travaille quelques dimanches de plus, donc c'est un peu tout. D'ailleurs, je me demande combien il y aura de lois Macron, parce qu'au fond, on fait celle-ci, on peut en faire 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100. On peut ajouter autant d'articles que de sujets de blocage de la société française. D'ailleurs, souvent en rebloquant la société française autrement. Il n'y a pas d'impact. On ne voit pas quel est l'impact. Moi, je trouve que le vrai problème, c'est qu'il y a une différence considérable entre l'affiche et le film. Entre l'ambition affichée, une loi sur la croissance et l'activité, et puis la réalité des choses, où c'est une loi, au fond, de simplification pour un certain nombre de choses, où il y a des articles qui relèvent, au fond, du projet de loi de finances, on modifie telle ou telle Donc vous pourriez la voter alors fiscalité, dans ce que j'entends. Et ça ne crée rien sur la croissance et ça ne crée rien sur l'activité. Et cette loi, elle est politiquement au cœur du quinquennat de M. Hollande. Elle est juste au milieu du quinquennat de M. Hollande. Donc elle a une signification politique, me semble-t-il, très au-delà de sa réalité. Mais c'est ce qu'a voulu le gouvernement. Donc je ne vois pas du tout l'opposition voter globalement cette loi. Ce serait une erreur fondamentale. En fait. Mais sur tel ou tel article, on peut en discuter. Mais c'est souvent une évolution d'ailleurs sur le travail du dimanche. C'est une évolution de ce que nous avons fait nous-mêmes, que d'ailleurs M. Le Guen n'avait peut-être pas voté. Mais au fond, voilà, c'est une évolution. Une évolution. Et vous, Nicolas Dupont-Aignan, vous trouvez que c'est une loi négative ou C'est une loi superficielle, dangereuse aussi, et surtout qui passe à côté de l'essentiel. Les charges des entreprises, le matraquage fiscal, les travailleurs détachés 500 000 en France, qui ne payent pas les cotisations sociales, le retard d'investissement de notre pays, le retard scientifique, le traité transatlantique, toutes les questions essentielles du pays pour l'économie, mais les affaires sérieuses d'économie ne sont pas traitées. elle passe à côté? Parce que c'est une loi d'affichage pour Bruxelles, et puis pour servir les maîtres de M. Macron, banquier d'affaires, qui est là pour servir ses copains, c'est-à-dire la grande distribution, les cabinets anglo-saxons de droit, donc on détruit le notariat. Vous pensez que la loi Macron est là pour servir les cabinets anglo-saxons de droit? Vous pensez que c'est l'objectif? C'est une loi qui va détruire le système juridique français à terme. Donc c'est très grave, c'est-à-dire il ne traite pas l'essentiel, il ne s'occupe pas des dossiers fondamentaux des PME, des entreprises,
celle qui crée de la richesse, de l'emploi. Et puis parallèlement, comme le gâteau n'augmente pas, parce que c'est ça le problème, faisons croître le gâteau de la croissance, et là on répartira autrement. Eh bien, il faut répartir. Alors, on va favoriser les grandes surfaces au détriment des petits commerces, les lignes d'autocar au détriment de la SNCF, mais c'est pas ça qui va relancer la croissance en France. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. C'est une illusion. Les lignes d'autocar, on avait parlé de 10 000 emplois, c'est ça, créé? Oui, enfin. Et on supprimera ailleurs, à la SNCF, 10 000 emplois, c'est ça qu'on nous réserve? Pourquoi pas? Je suis pas hostile aux lignes d'autocar. Mais faire croire que ça va relancer la croissance en France, alors que nos entreprises délocalisent, et que depuis l'élection, souvenez-vous, depuis l'élection de M. Hollande, 600 000 chômeurs de plus. Et vous croyez que la loi Macron va changer ça? Jean-Claude Maillet, vous êtes totalement opposé à cette loi, également? Écoutez, c'est une loi un peu mêle-tout, hein, parce qu'il y a plein de choses, là-dedans. Il y a plus de choses qui vous déplaisent que de choses qui vous plaisent, c'est ça? Il y a des choses sur lesquelles on est moins directement concerné, mais sur les questions économiques et sociales, oui. Moi, je suis très prudent sur les sondages auxquels faisait référence Jean-Marie Le Guen. Vous savez, les Français sont, comme d'autres, toujours un peu schizophrènes. On voudrait bien pouvoir acheter le dimanche, mais si on va acheter le dimanche, c'est qu'on ne bosse pas le dimanche. La même personne qui va aller au magasin n'a pas forcément envie de bosser le dimanche. Donc il faut être très prudent sur ce type de sondage. Le sondage, c'est 6 Français sur 10 favorables au travail le dimanche, non pas à l'ouverture des magasins. Oui, ben voilà, c'est la même chose. C'est pas, une contradiction. Voilà, c'était pas l'ouverture des magasins. On reviendra plus sur le fond, je pense après, mais en même temps, cette loi, il y a un côté, on a une politique économique rigide, tant au niveau européen qu'au niveau national, en France comme ailleurs, que moi je qualifie d'austérité à des degrés divers. Donc toute la flexibilité, d'une manière générale, se fait notamment sur le social. Cette loi, on est européen, mais on est très critique sur la manière dont l'Europe se fait. Et cette loi, c'est ce qu'on attend quand on parle de réformes structurelles, c'est-à-dire des droits qui sont remis en cause. C'est vrai pour le travail le dimanche, c'est vrai pour les prud'hommes, c'est vrai pour toute une série de choses. Donc oui, on est critique sur cette loi. Certains appellent ça c'est une nouvelle macronade. Pas prêt à descendre dans la rue pour autant. Ah ben attendez, on va voir. Nous, demain, on tient un meeting sur la place publique à Paris. Je pense qu'il y aura à peu près 5000 militants. Je prendrai la parole, pas simplement là-dessus, mais sur le contexte général. Mais il y a beaucoup de points qui heurtent. Et quand on va revenir, je pourrais donner quelques éléments sur le travail du dimanche. Et vous verrez, il y a quand même des affaires mises en cause. Je veux dire qu'il y a quand même tromperie sur la marchandise, je trouve. Vraiment, créer une loi sur la croissance, quand il n'y a plus de croissance, quand on est dans une situation économique extraordinairement catastrophique et presque désespéré pour notre pays. Donc il faut un sursaut très fort. Donc il faut des réformes très fortes. Il faut aller sur le code du travail, il faut aller sur le coût du travail, il faut aller sur la formation professionnelle. Enfin, il faut faire de vraies réformes. C'est ça une loi sur la croissance. C'est pas une loi qui va modifier tel ou tel point. Non, on peut ne pas être d'accord. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment tromperie sur la marchandise. Et en réalité, on a une série de petites perles qui vont faire un collier qui est extraordinairement faible. Et il y a des paradoxes tout à fait considérables dans la politique du gouvernement, parce que, au fond, c'est une loi de simplification. Et cette loi de simplification, elle est votée, ou elle sera votée peut-être, en même temps que le compte pénibilité. On va introduire dans les entreprises une complexité épouvantable pour les entrepreneurs et extrêmement injuste, quand en même temps on essaie de faire un peu de simplification. Ça ne marche pas ensemble. Et comme M. Montebourg, qui est le premier auteur de cette loi, crachait un peu au visage d'un certain nombre de professions, faut l'admettre quand même. Ça, c'était le point de départ. Mais le deuxième point de départ, c'était de dire, nous allons rendre aux Français 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat. Ces 6 milliards d'euros ne sont nulle part. Arnaud Montebourg, parce que c'était pas exactement effectivement le même projet de loi quand il en parlait. Regardez, écoutez. Une loi de croissance et de pouvoir d'achat que nous allons travailler tout l'été avec mes collègues ministres comprendra une trentaine de mesures destinées à mettre fin au monopole ou à les corriger et les réformer et à restituer surtout aux Français, usagers de ces services, le pouvoir d'achat qui leur manque. Au total, sur cette loi de remise en mouvement de l'économie, nous espérons restituer l'équivalent de 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français, parmi lesquels les plus modestes. Il était parti dans une mauvaise direction, Arnaud Montebourg? Non, pas du tout. C'est exactement la même direction qui est prise à l'heure actuelle. Ils sont les 6 milliards. Non, mais les 6 milliards, c'était un chiffrage assez global qui venait d'un rapport de l'Inspection générale des finances. Pour le reste, c'est une loi, effectivement. Moi, je constate que vos trois autres invités
sont à la fois tous opposés à cette loi, bien sûr, mais en plus parfois pour des raisons différentes et opposées. Et surtout, quand ils parlent de la loi, ils parlent de tout à fait autre chose. On parle de la politique macroéconomique, de la croissance, si elle était liée à Bruxelles. Non, mais tout est lié. Sauf que là, on va parler de la loi Macron. Si j'ai bien compris, loi sur la croissance. Si j'ai bien compris, c'est une loi sur la croissance et l'activité qui parle tout simplement de la vie quotidienne, d'un certain nombre de services pour les Français, qui va créer de l'emploi et rendre du pouvoir d'achat. Ce que disait Arnaud Montebourg. Le pouvoir d'achat, par exemple, c'est le sujet des autoroutes que vous avez en son temps privatisé en faisant un cadeau à un certain nombre de concessionnaires. Vous allez privatiser les aéroports. Nous allons faire en sorte. Le problème n'est pas la privatisation. Vous allez privatiser les aéroports. Vous venez de privatiser. Attendez, on laisse Jean-Marie Le Pen finir. Si je ne peux pas parler, surtout vous êtes un peu seul face à des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Je vous parle, moi, des autoroutes. Je ne vous reproche pas en soi de les avoir privatisées. Je vous reproche de les avoir bradées. La Cour des comptes dit 10 milliards d'euros. Nous allons reprendre de l'argent sur les concessionnaires et nous allons bloquer le prix des péages. Lorsque l'on fait des lignes d'autocar, on rend de l'argent à un certain nombre de Français qui sont amenés à se déplacer. Parce que les transports autocars sur des lignes qui ne sont pas les mêmes lignes que la SNCF, mais sur des lignes, j'allais dire, transversales, qui n'ont pas l'habitude d'être traitées par la SNCF, ça coûte moins cher en termes de déplacement pour les Français. Lorsque nous nous attaquons à un certain nombre de rentes qui existent sur les professions réglementées, c'est-à-dire les professions du droit, les huissiers, les notaires, etc., nous allons à la fois permettre à ce que de nouvelles générations aient accès à ces professions, qu'il y ait plus de gens qui aient accès à ces professions, et en même temps, nous allons baisser un certain nombre de tarifs, rendre du pouvoir d'achat aux Français. C'est ça dont il faut parler. Non, écoutez, je termine d'un mot, si je peux. C'était pour vous poser une question. Il va falloir que vous preniez un petit... Terminé. Oh là, on est déjà... un petit chronomètre. Terminé, après on va vite aller sur le travail du dimanche. Tout ça pour dire que, ou bien on parle de la loi, ou bien... Parce que vous avez des difficultés à vous prononcer contre cette loi, ce que vous faites les uns et les autres, vous vous évadez du contenu de la loi quand vous ne l'inventez pas, pour tout simplement parler d'autre chose. Parce que cette loi vous gêne, parce qu'elle est pragmatique. Elle lève un certain nombre de verrous qui sont... Et vous êtes souvent... Vous êtes souvent les représentants de ces corporatismes qui font que la société française est bloquée. Nicolas Dupont-Aignan, vous répondez, après on passe au travail le dimanche, on rentre dans les détails. Cela existe. Qui a vidé le porte-monnaie des Français depuis 2 ans et demi? Qui a prélevé 40 milliards d'euros? Qui a matraqué les Français et les entreprises? Votre discours est caricatural. C'est la réalité. Et qui a cassé la croissance? Et vous avez vidé le porte-monnaie des Français et maintenant vous leur dites « Ah, on va le remplir ». Et avec des mesurettes qui n'ont aucun impact alors que le chômage se poursuit à une vitesse accélérée. Mais c'est ahurissant. Vous avez voté 2 lois. 2 lois. Le CICE, qui n'a toujours pas été appliqué, et les derniers chiffres sont accablants, 6 milliards qui ont profité à qui? Ah, pas aux PME, à la grande distribution et aux banques. C'est-à-dire qu'au lieu de cibler les mesures d'allègement sur les Dupont-Aignan n'est pas un meeting de votre groupuscule. Il faudrait quand même que l'on parle. Non, mais si vous voulez bien, est-ce qu'on peut parler de la loi Macron? Vous êtes un parlementaire. Soyez sérieux. Parlez d'un texte de loi. Attendez, on va pas commencer comme ça. On va revenir. On va rentrer dans le détail et on va parler du travail. On va parler du travail le dimanche. On va rentrer dans le détail. Alors, d'ailleurs, le chapitre s'appelle « Exception au repos dominical et en soirée ». Alors, exception, 30% des salariés français travaillent déjà le dimanche. Avec cette loi, on devrait arriver à combien? 50% d'exception? Oh, même pas. Non, je pense que ce qui est fait en matière de travail du dimanche est tout à fait modéré, pour dire les choses comme elles sont. On va passer, à condition qu'il y ait un accord social dans les entreprises ou sur le territoire ou dans les branches, à condition que les maires concernés l'acceptent, on va passer de 5 dimanches, qui existent parfois, pas toujours, mais une possibilité de 5 dimanches, à 12 dimanches. Voilà ce qui est proposé. Plus, dans certaines zones touristiques internationales et dans quelques gares, une 30aine de gares en France, ce qui fait à peu près 10 000 emplois. 10 000 emplois. 10 000 emplois. Dit M. Pépi, qui n'a évidemment pas vos compétences, il est président de la SNCF. Et donc, lui dit que ça crée 10 000 emplois. Et donc, nous allons toucher quelques dizaines de milliers d'emplois par rapport, évidemment, aux 7 millions qui travaillent déjà aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un renversement de la situation. Il ne s'agit pas du tout de banaliser le repos dominical. Pas du tout. Il y a 2 ans et demi, en pleine campagne électorale, François Hollande avait été assez clair sur une extension du travail le dimanche. Écoutez. Le combat de 2012, c'est de préserver le principe du repos dominical.
c'est-à-dire de permettre aux travailleurs de consacrer un jour de leur semaine à leur famille, au sport, à la culture, à la liberté. Et j'y veillerai. Et vous étiez contre également? Je viens de vous dire, excusez-moi, d'un mot, je viens de vous dire que ce que nous proposons, c'est une ouverture pragmatique des zones touristiques, les gares, etc., pour quelques dizaines de milliers d'emplois supplémentaires. En 2008, vous pensez que ça n'allait pas créer d'emplois? Vous aviez signé une pétition nous dans ce sens. ciblons les endroits où ça se crée. Nous le faisons Donc, dans il y a les le meilleur zones moyen touristiques où il y a des touristes internationaux qui ne resteront à Paris, notamment, ou dans des endroits type le Mont-Saint-Michel, que si les magasins sont ouverts le dimanche, et dans les gares où il y a une circulation. Voilà ce que nous proposons. Nous ne proposons pas la généralisation du travail le dimanche. Eric Woerth, vous pensez qu'on ne créera pas d'emplois avec le travail le dimanche? Monsieur Woerth, nous sommes très en deçà de ce que vous proposez, qui est la généralisation du travail le dimanche. C'est pas ce que nous proposons. Laissez Eric Woerth répondre. Juste, peut-être que M. Mailly et moi, on peut dire un petit mot. Également. On aimerait bien. On crie moins fort. On va parler ensemble. Je sais faire. Oh non, s'il vous plaît. Non, mais je ne sais pas. Vous vous rendez compte qu'on mobilise l'énergie d'un pays, vraiment, totalement, l'énergie des parlementaires, l'énergie du gouvernement, l'énergie des médias, autour d'une loi qui propose, au fond, de libéraliser les lignes d'autocar, de travailler 6 ou 7 dimanches de plus, 6 ou 7 dimanches de plus, et que donc c'est en décalage complet avec la puissance de ce qu'il faudrait faire pour redéclencher de la croissance en France. Pensez-vous réellement que les notaires sont la source de tous nos maux et de l'impossibilité qu'a la croissance accroisse? Donc voilà. on est dans un décalage absolument complet entre ce qu'il faut faire et puis la réalité. Qu'il y ait des mesures pragmatiques, que l'on puisse travailler un peu plus le dimanche. Par exemple. On puisse travailler le dimanche, je n'ai aucune difficulté avec ça. Sauf que là, cette fois-ci, moi je pense que c'est assez mal pensé en réalité, pour une bonne raison, c'est que vous dites on va libéraliser sur plein de zones, on va créer 600 zones touristiques, on va faire plein de choses comme ça. Très bien, on va pouvoir travailler aux Galeries Lafayette ou je ne sais où, au printemps, à plein de moments différents. Mais vous dites aussi qu'on va généraliser les heures payées plus cher, la compensation. Que ce sera le volontariat pour tout le monde, alors qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans un certain nombre de circonstances qui permettent de travailler le dimanche. C'est une vraie question qui s'adresse aux entreprises qui aujourd'hui travaillent avec des salariés qui sont payés X. Vous allez demander de payer X plus 10, plus 15, plus 20, plus 30, plus 50%. Je ne sais pas comment ces entreprises vont pouvoir y parvenir. Je ne sais pas non plus si à partir du moment où au départ les travailleurs étaient obligés de travailler, il n'y avait pas de volontariat ou pas de volontariat, il y avait des obligations à un certain nombre de moments, c'était dans leur contrat. Pour les salariés. Oui, mais c'est en même temps une contrainte supplémentaire pour les entreprises. J'entends bien que c'est une possibilité, mais c'est une contrainte supplémentaire dans une loi qui est censée déverrouiller. En réalité, elle reverrouille une partie des choses. Jean-Claude Mailly, elle vous rassure pas justement cette compensation salariale qui est maintenant précisée dans le texte de loi? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand on regarde bien ce projet de loi, alors moi je conteste toutes les analyses. Il n'y a aucune analyse sérieuse qui peut dire ça va créer tant d'emplois. Ça vaut les mêmes 6 milliards que tout à l'heure Arnaud Montebourg, c'est du pifomètre. Il y a des études qui disent américaines, puis il y a d'autres études qui disent non parce que ça en détruit. Et sur les zones touristiques, par exemple, la concurrence de Londres, est-ce que ça vous l'entendez? Tous les chiffres qui sortent sur l'emploi, je n'y crois pas. Premier élément. Deuxième élément, je considère que cette disposition telle qu'elle est prévue dans la loi est toujours contraire à une convention internationale du travail, comme l'était la loi de 2008-2009. Je rappelle que pour le Bureau international du travail, et la France est signataire de cette convention, numéro 106. Il y a beaucoup de pays qui travaillent le dimanche. Oui, mais on est signataire de la convention 106 de l'Organisation internationale du travail. Qu'est-ce qu'elle dit? Il doit y avoir 24 heures minimum consécutives de repos. Si possible, le repos doit être donné à l'ensemble des salariés le même jour. Le jour qui est le jour d'usage. Dans l'occurrence, dans notre pays, c'est le dimanche. Donc, ça doit être fonction de la nature de l'activité. La loi précédente 2008-2009 s'était fait retoquer parce que considérait que l'ameublement, c'était pas indispensable d'acheter des meubles le dimanche. Donc, il y a encore aujourd'hui des contradictions. Deuxièmement, c'est une loi qui va vers une accentuation du travail du dimanche. Les lois précédentes ont dérogé sectoriellement, l'ameublement, etc. Là, on détourne le problème, on ne va plus déroger sectoriellement, on va déroger géographiquement. Oui, par exemple, les Champs-Élysées. Oui, mais une zone touristique internationale, qu'est-ce qu'elle dit, la loi? Il faudra regarder par rapport au rang international de la France, quelle est l'affluence touristique internationale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander aux gens de sortir leur passeport pour montrer s'ils sont étrangers ou pas. Les zones commerciales, pareil. Non, mais je termine. Les zones commerciales, pareil. Aucune définition des périmètres. Ça veut dire qu'on peut avoir des périmètres
très large. Oui. Les magasins alimentaires qui aujourd'hui sont ouverts jusqu'à 13h pourront ouvrir toute la journée le dimanche dans des conditions Il y a plein de différentes. grandes surfaces, Ah oui, non, mais- mais patrons de grandes surfaces oui, qui ne mais sont pas attendez, favorables. ça signifie bien qu'on va vers une extension du travail du dimanche, que ce soit sur les zones touristiques, les zones commerciales ou les zones touristiques internationales. Quant à la compensation, dernier point pour le moment. Attendez, qu'est-ce qu'elle dit, la loi? Pour le moment, le projet de loi, il dit C'est quoi? pas précis. On ne sait Ah pas bah non, on exactement. ne sait pas à quel niveau. Il faut À part qu'il y ait une pour le contrepartie. travail nocturne. Vous- Ah, c'est précis, oui, précis. mais ça c'est la confusion entre travail Oui, en soirée et travail de nuit, voilà, c'est encore bien autre sûr. chose. Mais les compensations, ça peut être en rien, ça peut être à minima. Et le volontariat, vous savez, quand vous cherchez du boulot et que le patron vous dit est-ce que vous êtes prêt à travailler le dimanche? Si vous répondez non, c'est simple, hein, vous ne serez pas pris. Hein. C'est pas plus Un mot, compliqué et que ça. on écoute Ça, c'est un pragmatique. argument Je supplémentaire. constate qu'en fait, c'est la même philosophie entre M. Woerth et M. Le Guen. M. Woerth, il ne veut même pas compenser totalement pour les, pour les salariés. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un changement. Attendez, c'est qu'il faut être clair. C'est qu'il faut être clair. Moi, je suis totalement hostile à cette dérive. Toute l'expérience du passé, on a eu le même débat en 2008-2009, montre que ce qui est gagné dans certaines grandes surfaces, oui, est perdu dans les petits commerces qui ne peuvent pas avoir les moyens d'ouvrir 7 jours sur 7. Ça veut dire que le porte-monnaie n'est pas plus rempli pour les Français, simplement il sera dépensé autrement. Et je mets en garde contre les conséquences dans l'ensemble de nos provinces, dans l'ensemble de nos petits commerces qui vont disparaître un peu plus. On a vu que ça n'avait pas créé un emploi, ça en a beaucoup détruit, ça a créé des emplois jetables. Alors oui, si le modèle de société de la France et de la classe politique aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les enfants soient laissés seuls le week-end, le dimanche, c'est qu'il n'y ait plus ce temps familial, ce temps d'amitié, ce temps d'autre chose. C'est vers cela qu'on va. Et je remarque que l'Allemagne, dont vous parlez tous souvent, Ils ouvrent pas le dimanche. ils sont fermés le dimanche. Alors, ça, c'est un Donc, argument qu'on qu'on a- arrête de faire croire que le travail le dimanche va sauver l'emploi, c'est totalement faux et ça va déstructurer la société et nous coûter attendez. très cher à la fin. Attendez, ça c'est un argument qu'on a pas mal entendu à droite au moment où Nicolas Sarkozy effectivement voulait que les magasins des champs soient ouverts. Écoutez. La question du travail du dimanche. Bon, écoutez, on ne peut pas être le pays au monde qui a le plus de touristes et continuer à dire qu'il ne faut pas travailler le dimanche. Écoutez, enfin bref. Il y a un moment où quand même, bon, continuer à dire que le trottoir droit des Champs-Élysées, c'est une zone touristique où on peut ouvrir les magasins, le trottoir gauche, c'est pas une zone touristique, on doit les fermer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En vérité, j'ai mis de l'eau dans mon vin, pour dire la vérité. Voilà. Et je me suis rendu compte que, selon les régions, il y a des tas de régions où les gens ne le souhaitaient pas. Donc, on a fait une modification qui prévoit la possibilité d'ouverture du dimanche dans les bassins de population d'1 million, si le maire de la commune le demande, en l'entourant d'un certain nombre de garanties. Je crois qu'à un ou deux cas près, ça règle toutes les situations. Entre-temps, Éric Woerth, il y a eu une fronde de droite. Non, mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. D'ailleurs, c'est même pas un sujet de droite ou de gauche. C'est un sujet, à mon avis, une plus conception de la société. Mais il n'y a pas d'un côté une conception sauvage qui est tout le monde travaillant le dimanche de 7h à 20h avec des enfants tout seuls chez eux, enfermés, en criant papa, maman. C'est pas ça vrai le que le problème. rapport de force entre un employeur et un employé n'est pas... On a des concitoyens qui ont aussi envie de temps en temps de consommer le dimanche, qui doivent s'organiser. Et puis il y a plein de gens qui travaillent déjà le dimanche. Donc la vérité, c'est qu'il ne faut pas ouvrir partout, il faut bien y réfléchir. Et je pense que là, c'est fait un peu comme un trait de plume. Il y a des oppositions à gauche, il y a des oppositions à droite. Moi, en tout cas, tout à fait personnellement, je pense que c'est bien d'ouvrir plus souvent le dimanche, probablement dans des grandes zones touristiques, probablement ici ou là, et c'est évidemment vrai dans les zones urbaines. La question que je me pose aujourd'hui, c'est de dire combien de temps les entreprises vont pouvoir compenser financièrement cela à des salariés, alors qu'aujourd'hui, non mais c'est pas très démagogique de le dire, mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des magasins qui ouvrent le dimanche matin, les magasins alimentaires jusqu'à 13h, à un moment donné, il n'y a pas de compensation salariale Une réponse de particulière. Jean-Marie Le Guen, on va faire rentrer Guy Oudard. Je dis simplement, d'abord, c'est toi, il n'y a pas que je ne cela. sais pas si les commerçants Je pourront y pourrais résister. dire, on commence presque à commencer à discuter au fond des choses. On voit bien, finalement, après des postures qui étaient très négatives, j'entends Éric Woerth dire que sur le principe, mais lui il pense que c'est plutôt le problème des compensations qui va créer des problèmes. Et moi je ne dis pas qu'il faut balayer votre argument comme ça, il faut le regarder. Ce que nous disons nous, c'est qu'il faut des compensations.
Et je dis à Jean-Claude Mailly, j'aime bien qu'ils disent que la loi doit fixer les salaires, mais j'ai cru comprendre, moi, qui ai souvent écouté Force ouvrière, que vous étiez plutôt pour la négociation sociale. Je croyais que les en la matière ont été toujours fixées par la loi ou pas fixées. Je pense qu'il peut y avoir des discussions. Moi, je suis pour la négociation sociale. Et je ne suis pas pour que la loi dise à la place des organisations syndicales et patronales ce qui se passe. C'est pour ça que le gouvernement ne dialogue pas. Le gouvernement, il dialogue pas mal. C'est vous qui, parfois, ne prenez pas le train du dialogue et je le regrette. Mais on a très peu été consulté sur cette loi, vous savez. Vous avez été consulté? Très peu. Très peu. Une fois par ministre du Travail, une fois par M. Macron. Cette loi, elle n'a qu'un objectif. C'est un débat, par ailleurs, on l'a vu avec M. Sarkozy, c'est un débat qui est rémanent dans notre société. Oui, ce que l'on peut dire simplement, c'est que, d'un mot, c'est que là, nous essayons, et nous sommes prêts à la discussion, à trouver quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire qui répond à des questions précises. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'ouverture de tous les commerces dimanche va créer de l'emploi. J'ai jamais dit ça. Je ne suis pas du tout sur cette position-là. Le gouvernement n'est pas sur cette position-là. Nous pensons que dans certaines zones et dans certaines limites, cela peut créer et de l'emploi et de l'activité et en plus retenir des touristes chez nous. Vous avez vu qu'Anne Hidalgo est prête à saisir le Conseil constitutionnel sous l'ouverture des Champs-Élysées en zone touristique. Je peux vous poser une question? Comment vous faites pour calculer l'affluence des touristes internationaux? Il y a des enquêtes qui sont faites. On leur demande des passeports? C'est fait dans tout le monde sait. Excusez-moi de vous le dire, mais les enquêtes qui ont été faites au Galeries Lafayette au printemps, etc., montrent bien qu'il y a ici 50 à 60% des consommateurs en semaine, et sans doute plus encore le week-end, on va entendre un autre argument, et après on a magasin. Ce qui est terrible, c'est comme la consommation est stoppée, comme vous avez cassé la croissance par des politiques d'ailleurs qui ne sont pas que françaises, eh bien, c'est simplement des grandes surfaces, la grande distribution qui n'a plus de perspective, qui veut s'accaparer l'ensemble de la consommation française. Il faut bien voir que derrière, il y a des groupes d'intérêt, des lobbies qui ont pris le pouvoir à Bercy. Et c'est ça qui est en cause. Et c'est pourquoi il y a une réaction quand même très vive de beaucoup de parlementaires. Mais pas de grande surface qui sont tout Ce dimanche, pour la première fois à Nantes, la maire de Nantes a souhaité ouvrir dans le centre-ville, justement, pour redonner le week-end, quand il y a des activités culturelles. Quand on voit ce qui se passe à Strasbourg, avec le marché de Noël, c'est comme ça qu'on regagne et qu'on se bat contre les magasins. Vous parlez d'activités culturelles. On va écouter un argument qu'on n'a pas encore entendu, c'est celui du patron de la FNAC, Alexandre Bompard. Écoutez. Bien sûr. Aujourd'hui, les gens consomment tous les dimanches. 25% du chiffre d'affaires d'Amazon est fait le dimanche. Il faut permettre aux magasins physiques d'ouvrir dimanche. Le gouvernement va bouger. Emmanuel Macron a fait des annonces. On espère que les parlementaires, on espère que les élus locaux vont prendre conscience de l'importance de permettre aux magasins physiques d'être ouverts le dimanche pour animer des zones et pour avoir un commerce culturel dense et animé. Cet argument, Nicolas Dupont-Aignan, vous l'entendez? Mais celui de la concurrence d'Amazon. Bien sûr, sauf que quand vous commandez sur Amazon, pour ne pas le citer, vous n'êtes pas livré le jour même. Donc cet argument ne vaut pas. C'est le moment où vous êtes disponible pour faire vos courses. Moi je veux bien, mais à ce moment-là, il faut assumer. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait travailler tous les Français le dimanche? Qu'est-ce qu'on fait de la famille? On a une Philippe Petit d'ailleurs soutient cette demande. Mais qu'est-ce que c'est que cette société qui veut tout marchandiser? Derrière, il y a l'argent roi. On ne peut pas imaginer une société où il y a... C'est un argument, la concurrence contre de grands groupes. Je vous cite l'exemple de l'Allemagne, qui est un modèle économique et qui pourtant n'a pas sacrifié le dimanche. Pourquoi tout céder à des grands distributeurs qui veulent esclavagiser une partie de la population française? Attendez, travailler à 600 €, moi j'ai des caissières dans ma ville qui vont travailler le dimanche, à 600 € à temps partiel. C'est ça le modèle de société qu'on veut créer? Je préfère créer de la richesse. Je préfère qu'on crée des emplois. Vous créez de la richesse. Je préfère qu'on crée de l'emploi, des entreprises qui exportent. Quand on entend le représentant de la FNAC, il y a évidemment des gens qui vont commander sur Amazon le dimanche après-midi parce qu'ils sont sur Internet. Ils peuvent commander sur des magasins d'Internet. Ils sont pas très loin d'Internet. Ils sont pas très loin de la FNAC, plutôt de d'autres, tout autre. Ils pourraient rentrer dans le magasin et acheter plutôt que... Ils auront leur bouquin. Et en plus, ce sont des entreprises qui payent dans ce cas-là leurs impôts en France, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de... On va faire une pause dans ce débat et on va faire rentrer Guillaume Darey qui va nous dire un petit peu ce qui se passe sur Internet, comment les gens commentent votre débat dans mots croisés. Alors, bonsoir. Bonsoir. Ce qui a beaucoup mobilisé effectivement les gens, c'est le premier passage sur la question du droit de vote des étrangers que vous avez abordé au début de cette émission. Alors il y a ceux qui sont franchement hostiles.
comme ce militant de l'UMP, Vincent, qui explique que pour lui, selon lui, le droit de vote des étrangers serait le nouveau rideau de fumée de la gauche pour masquer l'échec économique du gouvernement, dit-il. Albert Zenou, journaliste du Figaro, explique « les bons vieux marqueurs de gauche, pour lui, c'est une façon de resserrer pour François Hollande la gauche autour de lui ». Une précision qui vous est demandée, Eric Woerth. Un internaute explique que vous avez dit que le droit de vote, c'est lié à la nationalité. Pourtant, c'est vrai que pour les élections municipales, les citoyens de l'Union européenne peuvent déjà voter. Oui, je l'ai dit aussi. Oui. Je l'ai dit aussi, mais en tout cas, ça les a marqués. C'est vrai. Je veux dire que... C'est l'expliquer comme un projet commun. Alors parce qu'on partage un projet commun. On est dans une Union européenne. On a un budget en partie commun. On habite des politiques, ensemble, on a un projet commun, politiques communes. Des politiques communes. Donc quand on habite ensemble une ville. Oui, mais on a un projet commun aussi. Non, je ne suis pas d'accord avec cette vision. On peut avoir si on a un projet commun, on devient français. Dans ce cas-là, on devient européen. Quand on est européen, on partage un certain nombre de choses. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Quand vous êtes étranger et que vous vivez dans une ville, vous votez dans votre pays d'origine. J'ai pas vu que les Français votaient en Algérie, en Tunisie, au Maroc ou ailleurs. On va pas refaire le débat. Mais alors là, d'autres remarques peut-être là sur... où vous dressez un débat, ce que vous dites là. Il n'y a pas de réciprocité. Si vous demandez la cause de la réciprocité, vous savez qu'elle n'existe pas, parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui se lance là-dedans. Alors, là où vous semblez parfois dresser un constat d'impuissance selon les internautes, parce qu'on sait qu'il faut effectivement les 3/5 du Parlement pour faire passer ce type de réforme, eh bien, les téléspectateurs, eux, semblent vouloir finalement vous mettre au défi et demandent qu'on leur donne la parole. Un certain nombre demandent tout simplement un référendum. Pourquoi François Hollande ne passe pas par un référendum pour le droit de vote des étrangers? La vérité, c'est républicain et représentatif aussi. La vérité, c'est que ce qu'a dit François Hollande est très très faible. Il rappelle ses promesses de campagne, et puis il dit j'y peux rien, je peux rien faire, c'est comme ça. Le président de la République française, il peut peut-être à ce moment-là mettre toute sa puissance, s'il y croit, alors il y va. Il y a les référendums, il peut passer par le Parlement, et puis après il y aura un congrès, mais avant il y met toutes ses capacités de conviction. Si on est respectueux de la Constitution, en l'occurrence, il faut passer par un vote conforme. Oui, mais il suffit pas de faire un petit discours au moment de l'inauguration d'un musée. L'Assemblée nationale qui est à gauche et le Sénat qui est à droite. Il suffit pas de faire un petit discours au moment de l'inauguration d'un musée sur l'immigration, qui sont autant de signaux envoyés à des électeurs qu'il a perdus. Je pense qu'aujourd'hui, défendre le fait que l'immigration est une richesse pour notre pays, c'est courageux, Eric Woerth. Non, beaucoup de gens en France, je suis très heureux que l'UMP fasse une campagne demain pour expliquer que l'immigration c'est une chance pour la France. Monsieur Le Guen, une immigration maîtrisée, une immigration contrôlée, Monsieur Le Guen, bien évidemment, et la France a toujours été une terre d'immigration. Monsieur Le Guen, moi j'assume que l'immigration a pu être une chance à une époque, mais aujourd'hui, elle n'est pas contrôlée, elle est un danger pour la France et les Français ne se reconnaissent plus dans leur propre pays. Je l'assume. Et vous savez, les premiers qui me le disent, ce sont de jeunes Français d'origine étrangère. Il y en a un récemment qui est venu me voir, il m'a dit, moi je vous aime bien parce que vous voulez des frontières. Parce qu'ils ont compris que les ennemis de l'assimilation et de l'intégration, c'était... On arrête sur ce sujet parce qu'on est un peu sur la loi Macron. La loi Macron, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, et visiblement, on a énormément de notaires, notamment, qui nous regardent très mobilisés. On va en parler justement. Justement, absolument. On leur dit de rester avec nous puisqu'ils vont évoquer ce sujet. Des notaires qui, pour certains, ça ne vous étonnera pas, sont assez hostiles à cette loi Macron. La loi Macron, c'est le chômage pour 20 000 clercs, notaires, assistants, secrétaires, le plus grand plan social de l'histoire, explique cet internaute. Les notaires sont pour une réforme, mais contre celle destructrice proposée, c'est en tout cas ce qu'explique Sylvain. Ce qui se dégage, enfin pour conclure, sur cette loi Macron, c'est une forme de scepticisme. On sent que les internautes semblent vous dire, est-ce que c'est pas beaucoup de bruit pour pas grand-chose? Et certains posent une question, c'est celle du pouvoir d'achat. Les gens ne veulent pas travailler le dimanche, ils veulent juste gagner plus d'argent, ce que dit cet internaute. Puisque vous avez parlé des notaires, on va parler de cette fameuse profession réglementée. C'est un des objectifs de la loi Macron, libérer les activités contraintes. Alors c'est une jolie expression qui promet aux professions juridiques la vie plus belle, plus libre, mais qui signifie en fait que les tarifs vont baisser et qu'ils vont avoir plus de concurrents. Ce qu'il faut peut-être expliquer à nos téléspectateurs, c'est que si vous avez fait des études de droit et que vous êtes tout à fait compétent, vous n'avez pas le droit de vous installer comme notaire. Il faut acheter une étude. Il faut acheter une étude, une charge, ce qui vaut une rente. Ce qui
au bout d'un certain temps, au regard par exemple du coût de l'immobilier, du prix de l'immobilier, a fait qu'il y a eu un enrichissement, on va dire, non proportionnel à la qualité et à la quantité du travail qui s'est fait ces dernières années. Et donc, plusieurs rapports ont été faits là-dessus en nous disant, attention, il y a une rente anormale qui s'est constituée, c'est-à-dire au-delà du travail payé, il y a un enrichissement qui n'est pas lié au travail, mais qui est lié à la situation de monopole. C'est injuste. C'est à la fois injuste, c'est cher pour la société française, pour les Français, et voilà. Donc, nous avons eu une discussion avec ces professions réglementées, notamment, pour dire que, par exemple, dans le rapport du nombre de notaires entre Paris, là où il y a quand même une activité économique très importante, et des territoires plus ruraux, c'est de 1 à 4. Justement, est-ce que le problème, c'est pas... où il y a 4 fois plus de notaires les énormes études parisiennes. Et il y a un problème de notaires. Donc, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir la possibilité de la création d'un certain nombre d'études de notaires qui seront donc des jeunes qui vont s'installer dans ce métier ou des plus jeunes en tout état de cause. Donc, on va ouvrir de l'activité. Et au total aussi, on va demander à ce qu'il y ait une rationalisation des coûts qui soit moins important que ceux qui sont aujourd'hui. Voilà. C'est une mesure, c'est pas une révolution, c'est pas la fin des notaires. La manière dont ça a été fait est quand même pas bien. Il y a vraiment on a vraiment le sentiment que vous voulez taper sur une profession, que vous la montrez du doigt. Alors c'était la méthode de M. Montebourg, mais c'est finalement resté la vôtre. Et c'est vraiment faire porter finalement le fruit du fait que la France ne soit pas en pleine croissance à cette profession de notaire, c'est lui faire au fond beaucoup d'honneur. Je suis étonné par la méthode. Ils sont reçus demain par M. Sarkozy. Il y a beaucoup de temps. J'y serai. Donc c'est important. Il n'y a pas de concertation au fond. Il n'y a pas de concertation. Vous auriez pu parler un peu avec les professions de notaires, parce que si c'est pour annoncer que leurs tarifs vont baisser et qu'il y aura plus de concurrence. C'est la première profession réglementée, parce que la première des professions réglementées, c'est la fonction publique. Pourquoi vous ne travaillez pas sur la fonction publique? Pourquoi vous travaillez uniquement sur les professions? Savez-vous? Oui, peut-être. Un achat des fonctionnaires, très honnêtement, je pense que Jean-Claude Mailly n'a pas été la même que celle des notaires ces 10 dernières années. Un instant, si vous voulez. C'est vrai que quand on achète une maison ou un appartement à 150 000 euros, je l'ai noté, vous payez 9 330 euros d'impôts et vous payez 2 220 euros de rémunération du notaire. 2 220 euros sur la rémunération du notaire. Vous voulez pas baisser alors vous empruntez 120, 130 000 euros, alors vous aurez peut-être économisé 1 000 euros de rémunération sur les notaires. Pareil que sur 20 ans, ça va changer les choses. Si vous voulez relancer le logement, si vous voulez construire de la croissance, c'est pas de taper sur les notaires de cette façon-là qui est important. C'est de débloquer les normes, c'est de faire en sorte de débloquer les crédits immobiliers, c'est construire, c'est relancer le bâtiment. Non, mais sur ce sujet-là, c'est supprimer sur les professions réglementées. la pénibilité. Mais c'est pas d'insécuriser les professions juridiques. Les professions juridiques aujourd'hui, au moins en France, les notaires, les huissiers sont des professions qui sont extrêmement importantes parce qu'elles sécurisent la propriété. Éric Dupont-Aignan, ou les Nicolas, mais c'est pas grave. Nicolas, excusez-moi, je fais une espèce de... Moi, je vais vous dire, j'aime pas cette théorie du bouc émissaire, d'autant que si vous regardez la différence entre le système du notariat en France, il n'y a qu'un procès pour à peu près 1000 actes notariés d'achat ou de vente de maison. Aux États-Unis, c'est 1 pour 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système du notariat, c'est-à-dire c'est une profession réglementée, elle n'est pas réglementée pour faire plaisir aux notaires, elle est réglementée pour garantir aux Français une sécurité. Ça ne change pas, ça. Et c'est cela que derrière votre loi, vous voulez détruire. Parce que derrière votre loi, il y a une négociation à Bruxelles, avec, tout à l'heure, je parlais des cabinets anglo-saxons, oui, il y a toute une pression du droit anglo-saxon qui veut faire sauter le système du droit notarié français, qui est une garantie pour éviter que des marchés, un marché important, passent à des cabinets anglo-saxons. C'est ça qui est derrière Bercy, et j'insiste, si on fait sauter trop le système du notariat, vous allez avoir une insécurité juridique pour les Français, et ça coûtera à l'arrivée 2 fois plus cher. Il y a un pays qui l'a fait, c'est les Pays-Bas, et on a vu le résultat. Et vous savez que quantité de pays dans le monde imitent notre système, notamment la Chine, qui a repris notre système. Alors pourquoi détruire
ce qui marche bien. Pourquoi Jean-Claude j'insiste? Mailly. Je suis pas sûr que les notaires en Chine soient Non, mais tout à vous savez fait que le aujourd'hui système- complètement opérationnels. Mais Attendez, laissez Jean-Claude Mailly qui un tout petit peu. ne s'est pas exprimé, qui a un peu de retard dans le temps de parole. Je laisse parler entre eux. Je vous en prie, Non, exprimez-vous, Jean-Claude Mailly. Je ne suis pas représentant des notaires. Non. Par contre, représentant de ceux qui travaillent chez les notaires, Oui. comme chez les huissiers, etc. Bon, autant je pense que la question de la rente peut se regarder à un moment donné sur les tarifs. Maintenant, il y a deux inquiétudes. À trop libéraliser, y compris l'installation, est-ce qu'on ne va pas, à un moment donné, fragiliser à la fois les conditions de travail pour ceux qui travaillent chez les notaires, mais aussi les notaires, comme d'autres, ont une mission de service public, de maillage du territoire. Est-ce que ça ne va pas, il y a des inégalités aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas les accentuer? Ça, c'est une question qu'on Oui, parce pose. qu'il y a quoi de comparable entre un notaire à Paris Bien qui a une sûr. énorme étude et les notaires de Bien la sûr. On peut province? penser que les ouvertures vont la se faire dans les endroits où il y a libéralisation- plus besoin de concurrence On peut que dans les penser, mais endroits. c'est pas sûr. Mais Oui, si, non, mais parce c'est que les pas- gens ne sont c'est pas pas- stupides, c'est voyez-vous, pas- oui, non, Jean-Paul je Mailly. dis pas ça, c'est Donc, pas aussi non, évident mais que ça. ils ont pas Non, mais tous. monsieur Le Guen dit la vérité. Monsieur Le Guen dit très bien C'est pas aussi évident que qu'il ça. va y avoir une concentration des notaires dans les endroits où non, il y a c'est parce que beaucoup je viens de d'activités dire. économiques et que les territoires de Regardez province les vont médecins. être oubliés. C'est Regardez exactement la- le même esprit que regardez les sur le travail implantations du de dimanche. médecins. Parce que Il y a Oui, la beaucoup liberté de services. d'installation Ah oui, non, mais- fait qu'effectivement, oui, on non, ne mais va pas la forcément liberté dans les endroits les La plus d'installation, préparation aux conduire à pharmacies, des la diligences. prochaine étape, ce sont les pharmacies. Cette loi, elle manque beaucoup de mesures d'impact. On n'a pas réfléchi, Le et Conseil vous d'État n'avez l'a pas expliqué, réfléchi hein, à ce que vous faites. Et le Non. Conseil Vous d'État n'avez ne pas dit que vous réfléchi. Réfléchissez, mais d'ailleurs, vous ne l'avez Non, pas mais fait pendant 10 ans. je peux- Mais D'accord, mais ça, c'est nous, un on essaie argument. de réfléchir, mais Ce nous, on ne n'est réfléchit qu'un pas. argument de séance, Non, mais très bien, écoutez, vous l'avez ne fait. faites pas Tout le le monde procès est de ne content. pas réfléchir, on Mais essaie vous de n'avez réfléchir. pas- C'est vrai que c'est un argument Je vais pas le défendre, mais un il a peu pas dit ça, il a dit- caricatural. Mais non, mais le Conseil Vous n'avez pas d'État- réfléchi. le Conseil d'État a dit que c'était Alors, quand même une étude d'impact lacunaire. Alors, dites-le autrement. Je veux dire que Non, vous sur n'avez l'ensemble pas de la loi. réfléchi à l'impact des mesures que vous prenez. Et d'ailleurs, le Conseil d'État est extrêmement virulent là-dessus. Il vous dit, voilà, vous prenez plein de mesures de tous ordres, de toute nature, dans tous les sens. Il faudrait peut-être à un moment donné qu'il y ait une étude d'impact un peu sérieuse. Il n'y a Est-ce pas que vous êtes d'étude retoqué d'impact. par le Et Conseil dans le d'État domaine, oui, sur un certain nombre de sujets, enfin, le Parlement, le Conseil constitutionnel. constitutionnel, Mais mais- à partir de Le ce Conseil moment-là, d'État a noté que vous pourriez être retoqué par le Conseil constitutionnel. C'est ça. À partir de ce moment-là, il y a deux questions sur le notariat. C'est quelle sera la conséquence territoriale de ce que vous prenez à partir du moment où vous ouvrez les capitaux, enfin le capital d'un certain nombre de professions juridiques. Il y a un problème de territorialité. On peut penser que ça va regrouper un certain nombre de cabinets, un certain nombre d'endroits. Donc j'aurais bien aimé savoir ce que vous en pensiez. Puis le deuxième élément, c'est que à combien allez-vous dédommager la profession des notaires? Parce que vous dites des rentes, mais c'est pas des rentes. Ils ont une rémunération. Et ceux qui ont d'ailleurs- investi dans qui une est d'ailleurs étude. à 80%, les frais de notaire, c'est 80% ou 85% de fiscalité. Donc, M. Macron, il avait qu'à baisser la fiscalité Exactement. s'il voulait rendre de l'argent sûr. aux Français. Moins d'État Donc, et plus de rente. vous devez Voilà une poser la politique question. progressiste, Vous de devez répondre poser de croissance. Vous devez Vous poser répondez, la question Éric Woerth. dans les professions réglementées. La vraie question qui se pose, c'est l'indemnisation. À partir du moment où vous faites sauter voyez, un certain nombre de là, je crois choses qu'on atteint, sur c'est un la point important de la réglementation, discussion. Alors, justement. les taxis, C'est Non, non, un non, point non, non, on parle des taxis, important de on la répond discussion. là-dessus et après on va Je parler vais des taxis. répondre. Je veux dire que Allez-y, allez-y. moi, On nous est sur les c'est taxis, une là, loi, la loi ne voyez-vous, concerne pas les M. taxis. Rivert, Ben, la loi Nicolas concerne pas les Dupont-Aignan, taxis, qui parce essaie que- de Parce que vous êtes défendre, retiré. et elle est ouverte à la discussion, mais elle essaie de défendre l'intérêt général. Et le problème maintenant, c'est qu'un certain nombre de forces général, c'est politiques l'égalité. défendent l'intérêt d'un certain nombre de C'est professions. faux. C'est Et nous totalement- sommes là, non, non, je vous vous n'avez ai pas le laissé droit parler de avec dire un comment plaisir vous- Laissez Jean-Marie Le Pen terminer. Vous n'avez pas le droit de dire ça. d'entendre Que vous n'avez ici pas réfléchi. le plaidoyer. Un, on n'avait pas réfléchi. Deux, surtout, on n'avait pas réfléchi qu'on allait toucher à un certain Et quand nombre vous de rentes. spoliez quelqu'un, Non, vous nous le ne remboursez, spolions puis pas. voilà. Ces gens-là sont dans une situation de monopole. Tous ceux qui Ils sont dans une exercent un situation service de public. monopole. Mais alors, Par à ce exemple, vous moment-là, parliez tout à l'heure de vous la allez grande supprimer distribution. les pharmacies, Nicolas c'est la prochaine Dupont-Aignan. étape. Nicolas dites-le Dupont-Aignan. aux Français. Nicolas Dupont-Aignan. Par exemple, nous demandons, nous, à ce qu'il y ait l'autorité de la concurrence et le droit d'aller voir sur les situations de monopole des grandes surfaces qui existent dans un Ça, certain très nombre de bien. Mais ça, on territoires. est d'accord. Voilà, parce que cette loi, elle lutte effectivement contre les rentes et contre les monopoles. Elle donne Mais les plus mêmes- de liberté. Mais le paradoxe dans ce débat, c'est que vous défendez le statu quo, c'est que vous Non. défendez les monopoles, Ça, c'est c'est des que propos vous de défendez tribune. les rentes et que c'est nous qui donnons Qu'est-ce plus que de vous liberté faites sur les et régimes plus de responsabilité aux Qu'est-ce que vous faites sur les Français. régimes spéciaux de la fonction publique? Qu'est-ce que vous Ce faites que sur vous les avez régimes fait sans spéciaux? doute, Enfin, non écoutez,
c'est pas vous qui avez réformé ça. J'ai cru que c'était réformé. Vous faites porter sur une profession. Votre loi s'appelle loi sur la croissance. Elle s'appelle pas loi sur la déréglementation d'un certain nombre de professions. On a compris que vous n'étiez pas d'accord sur les professions réglementées. Sur les 34 professions qui sont dans le rapport de l'inspection.
L'autre chapitre de cette loi, c'est la cession des actifs. Ça, je suis sûr que ça vous intéresse, Nicolas Dupont-Aignan. Le chapitre qui vous révolte, c'est celui qui concerne donc cette cession d'actifs. L'État céderait ses actifs dans les entreprises pour se désendetter et investir dans des secteurs porteurs. C'est l'État stratège. En quoi cela vous dérange? Mais moi, ça ne me gêne pas que l'État vende certains actifs pour en racheter d'autres. Cela participe d'une bonne gestion d'un patrimoine national. Ce qui me révolte, c'est quand je vois un gouvernement oser vendre un aéroport qui est le fruit du travail des Français de Toulouse à un groupe chinois qui a d'ailleurs une de ses filiales, de ses sociétés dans un paradis fiscal aux îles Vierges. C'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Mamère qui fait partie de la majorité. On va l'écouter tout de suite d'ailleurs, et après vous reprenez. Et je finis ma phrase. Et le faire alors même qu'il y avait des offres françaises et qu'il y avait même une participation des citoyens. Et tout cela pour une différence de 50 millions d'euros entre l'offre chinoise et l'offre française. Eh bien, je dis que c'est de la certaine forme de trahison nationale. On écoute tout de suite Noël Mamère. Il s'agit en fait, monsieur le ministre, d'un double scandale. D'abord parce que vous le vendez à un groupe que vous avez appelé Symbiose. Ce groupe Symbiose, c'est un groupe chinois qui siège dans un paradis fiscal qui s'appelle les îles Vierges. On ne peut pas dire que vous ayez choisi le meilleur candidat parmi les 4 qui se présentaient. D'autre part, vous nous dites qu'il s'agit d'une augmentation, d'une ouverture du capital. Ce n'est pas vrai. Vous mentez devant la représentation nationale pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas évoqué le pacte d'actionnaires dont nous avons ici le facsimilé et qui est très clair. Ce pacte d'actionnaires, il donne l'entière responsabilité à l'acquéreur chinois de faire ce qu'il veut dans le rachat de l'aéroport de Toulouse. C'est Mediapart qui a révélé ça. D'ailleurs, on voit Manuel Valls dire c'est Mediapart. Oui, il a raison, c'est Mediapart. Vous vouliez dire Oui, non, mais Mediapart, c'est sans doute un des actionnaires qui a donné ça à Mediapart. Non, mais c'est lui. Ça vous fait rire. L'organe de presse. Ça vous fait rire. Oui, ça me fait rire. Non, mais l'organe de presse. De ce qui s'est passé. Oh non, monsieur Dupont-Aignan, je n'ai pas honte et vos grands chevaux ne m'impressionnent pas du tout. Vous qui avez défendu les notaires chinois il y a 5 minutes, vous devriez être un peu plus calme sur la Chine. C'est dire la politique politicienne. Je suis bien content d'être syndicaliste. Après l'immigration, le je suis vraiment bien content d'être syndicaliste et de ne pas être dans la politique politicienne. Franchement, bon. Alors, ceci étant, non, ce que Laurent Mauduit a expliqué. Non, bah non. Laissez Jean-Claude Naïf s'exprimer. Vas-y, tu veux parler. Non, je n'aboie pas, moi, j'aime pas. Donc, ce que Laurent Mauduit avait expliqué, mais c'est ce qu'a repris Noël Mamère, c'est 2 choses, en fait. Moi, je vais pas vérifier, mais à la fois qu'un groupe chinois avec présence dans un paradis fiscal et un groupe canadien qui aurait été condamné ou mis à l'encan par la Banque mondiale. Et que le pacte d'actionnaires ne garantissait pas que l'État serait encore dirigeant sur l'aéroport de Strasbourg. Oui, alors qui est dévoilé. Non, peu importe. Mais quand même, c'est quand même c'est difficilement compréhensible quand même qu'un aéroport comme celui de Toulouse, par exemple, c'est un premier exemple, parce qu'il y en a d'autres à venir, qui dégage 10 millions d'euros. Il n'est pas en déficit, l'aéroport de Toulouse. Bon, là où au siège Airbus, il n'est pas en déficit. 10 millions d'euros, il dégage. Bon, que ce soit là où vous avez une des plus grosses implantations Airbus, bon, soit comme ça, moi je dis privatisé ou en partie privatisé. D'autres aéroports on a annoncé notamment Nice et Lyon, je crois. Bon. Voire demain de cession d'actifs. Pourquoi? Pour participer à un désendettement. Pourquoi? Parce que l'État manque d'argent. Pourquoi l'État manque d'argent? Parce que d'un côté, on fait un pacte de responsabilité, 41 milliards d'euros d'aide aux entreprises sur 3 ans, financé par 50 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques et sociales. Dans un contexte de croissance zéro, limite de déflation. Donc voilà, donc on vend les bijoux de famille. D'une certaine manière, on vend les bijoux de famille. Et ça, c'est quand même scandaleux. C'était pareil pour les autoroutes avant. Oui, c'est la même chose que ce qu'a fait la droite avec les autoroutes. Avec une dimension différente. Je pense qu'on pourrait revenir sur les débats sur la politique économique nationale, mais sur Toulouse, c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle. Non, mais tout est lié, puisqu'il suffirait de faire de la dette pour qu'on n'ait pas de problème. Sinon, on ne fait pas d'économie. Non, mais l'économie, ça consiste à faire de la dette, c'est un peu court, excuse-moi. Donc il faut que les choses évoluent un petit peu. Monsieur le professeur, vous n'êtes pas plus spécialisé économique que moi. Donc, on peut discuter d'économie si vous voulez, j'ai pas de problème là-dessus. Et vous le savez. C'est toi qui en parle. Donc je te dis, on ne peut pas faire que de la dette. Je n'ai pas dit ça non plus. Je dis on ne peut pas isoler les questions sociales des questions économiques. Comme si l'économie était une science exacte. C'est dangereux ça. Ça conduit au totalitarisme. Ouais. Donc, allez, vas-y.
Donc, simplement, parlons, si on peut parler un instant, non pas de la loi Macron, mais d'une décision qui a été prise, et ça n'a donc pas à voir directement Mais comme on avec la loi évoque les autres aéroports, forcément, on fait La loi le lien. Macron permet d'accélérer Si on ça. n'accepte pas que l'État, alors que l'État Attendez. vende des actifs, faut le dire. Si on est sur un autre sujet, c'est de savoir, il ne faut pas vendre d'actifs à des Chinois, c'est un autre sujet. Alors, moi, je pense que cette vente a été faite dans des conditions d'abord transparentes du point de vue du droit. Et si ça n'était pas le cas, je parle par rapport à un certain nombre d'interventions qui ont été celles de Noël Mamère tout à l'heure, il y aura un procès, évidemment la vente serait cassée, ce qui n'est pas le cas. Donc la vente s'est faite. Pourquoi ne pas choisir le mieux-disant? Parce que c'est un actionnaire chinois, nous dit-on. Est-ce que nous perdons la souveraineté sur cet aéroport? Non. L'État, les collectivités territoriales restent majoritaires à 51%. Pourquoi faudrait-il... Sauf si effectivement ce Il y a un pacte pacte secret d'actionnaires. existe, Il y a un c'est-à-dire cette pacte alliance. d'actionnaires qui dit Et qu'il y c'est a pas une parce que c'est un discussion. Chinois, hein, franchement. Ah oui. Et moi, Attends, je- si, ce qui Pour a été quel dit, cas ce qui a l'État été est dit, aux côtés des ce qui a Chinois été et non dit, pas c'est des qu'ils vont autres aller faire de collectivités l'espionnage. locales. Bon, ils vont aller faire de l'espionnage. Les mêmes, parce que c'est la même compagnie, quand même, qui achète une centaine d'Airbus. C'est-à-dire que le génie commercial de votre argumentation, c'est d'aller dire que les gens qui achètent nos Airbus sont là pour faire de l'espionnage sur l'aéroport de Toulouse. C'est une histoire de Tintin. Il faut arrêter. Alors, je termine simplement pour dire, s'il y a des étrangers, quelle que soit leur nationalité, et les questions de sécurité doivent être traitées, non pas par vous et par moi à l'encan, mais par les gens qui sont chargés des questions de sécurité dans ce pays. naïveté. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Nicolas Dupont-Aignan, vous n'êtes pas un naïf. Je vois pas, excusez-moi, je vois pas Boeing, je vois pas les États-Unis d'Amérique accepter de vendre l'aéroport de Seattle où il y a toute l'industrie de Boeing. Jamais cela n'arriverait. Et c'est la différence entre des États-Unis qui protègent leurs intérêts vitaux et pourtant ils vendent des Boeing en Chine. C'est curieux. Franchement, c'est une histoire. C'est une histoire. Pourquoi vendre l'aéroport de Toulouse parce que sur lequel il y a l'activité spatiale et aéronautique? Nous avons des usines le seul Airbus. secteur qui avance. Nous avons des usines Pourquoi le Airbus faire en Chine. Vous ne le savez Et peut-être alors pas. Donc nous n'avons pas. Mais nous avons nos centres de recherche. Les Attendez, secrets laissez- laissez- écoutez. Ah bah bien sûr, on se fiche de tout, Vous on faites laisse une tout histoire tomber. d'espionnage maintenant. Mais oui, c'est tout tombé. Eric Burns voudrait dire un mot, il ne s'est pas exprimé encore sur ce Attendez, sujet. sortez du plateau et puis on pourra... Allez-y, allez-y. Non, mais bon. Enfin, moi, je suis pour une France qui soit ouverte. On ne peut pas à la fois dire investissez en France, nous on va investir à l'étranger et puis fermer notre pays. Donc je pense qu'il y a quand même aussi un peu de principe à avoir. Et la France, heureusement, elle accueille des investissements étrangers. On ne peut pas dire qu'il y a d'un côté des investissements qui... enfin, on a besoin, on est attractif. On parlait tout à l'heure de touristes. On a vraiment besoin aussi d'industriels ou de financiers qui investissent dans notre pays. Et c'est tant mieux. Et en même temps, on doit nous-mêmes investir à l'étranger. Donc la France, elle ne peut pas se fermer. La vraie question qu'on doit se poser, c'est une question non pas idéologique, c'est une question de principe. Qu'est-ce qui est stratégique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Si un aéroport, moi je ne sais pas si un aéroport c'est stratégique ou pas. C'est une grande infrastructure. On investit dans des aéroports à l'étranger. On essaye même d'en construire. Donc que des groupes étrangers viennent investir sur une minorité de capital. Alors il faut savoir d'ailleurs si cette minorité va rester minorité de capital. C'est un peu ça le débat, en fait. Donc, est-ce que ce bien est un bien stratégique ou pas? C'était le cas d'ailleurs pour les autoroutes. Est-ce que c'est stratégique d'être propriétaire des autoroutes ou pas? La question peut se poser sur les infrastructures. Et puis deux, à partir du moment où on a répondu oui, ce bien n'est pas stratégique, on peut donc en céder une partie pour réinvestir. On a une centaine, 100, 110, 120 milliards à peu près d'actifs aujourd'hui en France dans des entreprises. Tout ça doit respirer, on doit réinvestir ailleurs. Il faut bien abonder le fonds stratégique d'investissement que nous avons créé. Et puis en même temps, il faut se demander à qui l'on vend. À qui l'on vend? Donc c'est une question qui a été posée par M. Quelle Mamère. entreprise? Quelle est, Il a raison. À qui l'on vend? Est-ce que cette entreprise qui à un moment donné a acheté, compte tenu des renseignements que nous pouvons avoir sur l'ensemble du territoire français, dans les services de renseignement ou dans les services fiscaux, est-ce que c'est un acheteur qu'on considère comme suffisamment fiable pour lui vendre? Deux mots et après on passe à un autre quel est sujet. l'intérêt pour l'État de vendre les activités qui marchent le mieux, les plus rentables? C'est exactement la même problématique que pour les autoroutes. On a bradé les autoroutes. C'est d'investir, sans doute. On a bradé les autoroutes. Attendez, vendu. si je peux finir ma phrase, on a bradé les autoroutes. Vous faites exactement la même chose. Alors même là, qu'il y avait une entreprise française, qui avait les habitants de Toulouse, qui avait
lever des fonds pour garder la maîtrise d'un équipement qui rapporte de l'argent. Moi, qu'on fasse venir des investissements étrangers pour créer de la richesse, de l'emploi, des nouvelles activités, je suis pas hostile. La question est de savoir si la France, on ne brade pas le patrimoine, on investit là où c'est utile pour l'avenir du pays. Et là où ce qui est sûr, c'est que l'aéroport de Toulouse, il repartira pas à Pékin. Par contre, les technologies de pointe sur lesquelles, les laboratoires, les brevets sur lesquels on doit travailler, là on en a besoin d'argent public. Et pour ça, on a besoin de vendre des actifs qui ne sont pas stratégiques, comme le disait Eric Woerth, qui ne le sont pas, des actifs qui ne sont pas stratégiques, mais qui sont au contraire, et cet argent est nécessaire pour réinvestir, y compris du point de vue public, dans nos laboratoires, dans nos nouvelles industries. Mais favoriser des groupes privés français, alors. Et maintenant, s'il vous plaît, pour l'industrie aussi. S'il vous plaît, messieurs, et maintenant, on laisse un tout petit peu la loi Macron de côté, on va parler de la loi Rebsamen. Et maintenant, les 35 heures. Et les 35 heures, c'est Emmanuel Macron qui en parle le mieux, regardez. On peut défendre les 35 heures, et que pour ma part, je les défends, sans pour autant les mettre sur un piédestal. Les 35 heures ont créé un signal négatif pour les entreprises françaises qui voulaient investir en France, parce que cette réforme a été interprétée comme le signe d'un pays qui ne voulait plus travailler. Finalement, le principal reproche qu'on peut faire à la réforme des 35 heures, c'est celui-là, c'est d'avoir, dans certains cas, pu aggraver les inégalités au travail au lieu de contribuer à les réduire. Si on écoute Emmanuel Macron sur les 35 heures, c'est parce qu'après la loi Macron, il y aura la loi Rebsamen, du nom du ministre de l'Emploi. Et dans cette loi, on parle d'une réforme des seuils sociaux et de 35 heures. Écoutez, ça, vous êtes sans doute mieux informé que moi. Ah non, c'est pas quelque chose d'extrêmement secret. Si c'est à moi que la question s'adresse, non. Ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, il y a une négociation très importante qui a lieu sur la modernisation du dialogue social, que nous espérons que cette négociation va être conclue, qu'elle va amener un certain nombre, a priori, elle pourrait amener un certain nombre d'éléments de modification de la législation, et le gouvernement a dit qu'il était à la disposition des partenaires sociaux, dans l'hypothèse où il y aurait un accord, pour traduire dans la loi les éléments. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent y être inclus? C'est possible, mais pour l'instant, il n'est absolument... Enfin, alors, il y a au moins une chose qui est certaine et qui a été dite et redite, il n'y aura pas de modification de la durée légale du travail en France sous ce gouvernement. Mais peut-être des dérogations, c'est-à-dire la possibilité de travailler plus de 35 heures, non pas quand l'entreprise est en difficulté, mais quand il y a de nouveaux contrats particuliers. Non, il y a eu un accord très important qui a été négocié il y a en 2013, qui est le fameux accord ANI, c'est-à-dire qui permet effectivement, dans le cadre d'une négociation sociale, dans le cadre d'une situation économique particulière, d'avoir une discussion entre les partenaires sociaux et l'entreprise pour pouvoir déroger sur un certain temps au cadre existant préalablement. Donc avoir une modulation des 35 heures, une modulation salariale, etc. Avec un accord qui est fait par une majorité des salariés. Ceci a plu et a été dans le sens de ce que disait un certain nombre d'organisations syndicales, pas de toutes. Évidemment, c'est un dialogue classique de savoir si le syndicalisme doit discuter d'une adaptation ou doit être sur des positions, j'allais dire, un petit peu figées. Donc voilà, c'est un débat qu'il y a aussi avec le chef d'entreprise qui très souvent ne voit que dans le recul des droits. Nous pensons qu'il peut y avoir une adaptation qui n'est pas un recul. Voilà, c'est le cas de la discussion que nous avons eue. Oui. Jean-Claude Bailly doit être très informé aussi sur ce débat. L'accord en question, que nous n'avons pas signé, nous, en tout ce qui concerne Fort Sourière, notamment parce que, par exemple, ces accords dits de maintien de l'emploi prévoyaient des baisses possibles de salaire sur la fiche de paye et de la mobilité que je qualifie de forcée. Voilà. C'est quand l'entreprise va mal. Quand l'entreprise va mal. Par contre, quand il n'y a pas ces dispositifs-là, on peut très bien négocier quand l'entreprise est en difficulté. On l'a fait, nous, chez Renault, chez Peugeot, etc. C'est pas le problème. Sur les 35 heures, écoutez, il faudrait savoir à un moment donné, un coup on nous dit on va pas modifier la durée légale, nous on veut pas toucher à la durée légale. Je rappelle que ça a été drôlement amorti depuis le temps. À la fois, il y a toujours les exonérations patronales qui courent, la productivité. Enfin, vous pouvez dans les grandes entreprises, vous pouvez, si vous me trouvez un DRH qui est prêt à discuter de ça, vous me le montrez, parce que j'en connais pas beaucoup. Deuxièmement, quelle est la durée effective du travail en France? La durée réelle effective, elle est proche de 40 heures. La durée effective. Alors c'est quoi? Oui, mais c'est quoi? Donc ça sert. Oui, mais les 35 heures durée légale, c'est quoi? C'est à partir du moment où on déclenche le calcul des heures supplémentaires. Donc alors qu'on nous dise clairement
que les heures supplémentaires sont trop chères. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, je pense... Il n'y en a plus, parce que si on dit on va travailler 39, comme je le vois, oui, il y en a à la place de 35, donc il n'y a pas question pour nous de... Voilà. Enfin, ça, c'est pas notre position. J'ai cru comprendre que, comme vous, que le ministre du Travail, dans un article ce week-end, disait qu'il allait rouvrir. Non, je pense que c'est pas le moment. Pas plus qu'il aurait fallu rouvrir le travail du dimanche, en tous les cas pas comme ça. Il faut rouvrir le travail sur les 35 heures. Et après, il faut regarder sur les cadres qui sont au forfait. Bon, ils ont des jours de RTT, mais ils travaillent beaucoup plus de 40 heures par semaine. Et c'est mal connaître, enfin, je le dis à M. Macron et à d'autres, c'est mal connaître comment vivent les entreprises de penser qu'il y a une rigidité dans la durée du travail en France. Combien d'entreprises ont modulé, annualisé, etc., le calcul des heures supplémentaires l'année suivante. Donc basta, ça suffit avec ce dossier. Vous, Éric Woerth, vous pensez qu'on peut toucher aux 35 heures, même si je pense que surtout Nicolas Sarkozy n'a pas fait. la loi Macron, elle est tout sauf une loi sur la croissance. C'est qu'au fond, elle se caractérise plutôt parce qu'on n'y trouve pas, puisque vous parlez de la loi Rebsamen. La loi suivante, oui. La loi suivante, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est vrai que tout ce qui relève du droit, on ne sera pas d'accord là-dessus, tout ce qui relève du Code du travail, du droit du travail, des relations sociales doit être revu, doit être rediscuté en France, et cela en profondeur. Et le temps de travail fait partie de cela. Il n'y a pas de raison particulière d'avoir un temps de travail à peu près uniforme, en tout cas une base sur le temps de travail uniforme. On voit bien que ça crée un débat depuis très très longtemps. On n'est pas à l'aise en réalité avec cela. Et on voit bien qu'on doit rapprocher la négociation sur le temps du travail, on doit la rapprocher de l'entreprise ou des branches. On voit bien que c'est pas la même chose d'être dans la restauration que d'être dans la métallurgie ou je ne sais où ailleurs. La vraie question est sur les 35 heures, oui, évidemment qu'on peut revenir. Bien sûr. Effacer les 35 heures. On peut discuter du temps de travail par branche ou par entreprise quand elles sont suffisamment grandes. Certaines entreprises ont trouvé des équilibres et c'est tant mieux. Commune des 35 heures. Je pense que ça ne veut plus rien dire les 35 heures. Ça ne veut plus rien dire. Vous avez aujourd'hui d'abord on a fait sauter les quotas d'heures supplémentaires. Donc ça a permis au fond de travailler beaucoup plus en étant mieux rémunéré. On voit bien que dans un certain nombre de secteurs ça marche. On voit bien que dans la fonction publique on travaille pas assez en termes d'horaire. On doit aller plus loin dans la Parce que les heures sup sont mal payées. On doit aller plus loin dans la fonction publique. Nicolas Dupont-Aignan. Vous savez que juste un mot, le nombre d'heures vous parlez de la fonction publique, prenez la fonction publique hospitalière. Le nombre d'heures supplémentaires, c'est plusieurs centaines de milliers parfois dans les hôpitaux qui ne sont pas payés. Qui ne sont pas payés. Et regardez l'éducation nationale. Qui ne sont pas payés. C'est plus de 50% de la masse salariale. L'éducation nationale, il y a beaucoup aujourd'hui, il y a un peu d'heures supplémentaires. Heureusement, il y a beaucoup d'heures supplémentaires. Mais on voit bien qu'il y a un problème d'adaptation du temps de travail à la réalité des missions. Nicolas Dupont-Aignan, payé, mais pas nécessairement d'heures supplémentaires. Ce que je voudrais dire, c'est que je trouve curieux. On raisonne en termes de pénurie, c'est-à-dire que les carnets de commandes sont vides. Le porte-monnaie des Français, il est vide. On discute de la manière de gérer la pénurie. Moi, j'aimerais qu'on discute un jour du moyen de relancer la croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire baisser nettement les charges des PME. Ça veut dire concentrer, par exemple, le pacte des responsabilités, ce que voulait faire Montebourg, sur les entreprises qui relocalisent en France. Cela veut dire lutter au Havre contre les containers qui arrivent de partout dans le monde et qui ne sont pas contrôlés, qui ne respectent pas les normes. Cela veut dire supprimer la directive travailleurs détachés. Voilà moi ce que j'ai envie de faire. Mais ça, ils ne veulent pas le faire, ni M. Le Guen, ni l'UMP, parce qu'ils sont prisonniers d'accords européens qui leur interdisent de changer les règles du jeu. Et la seule solution, si on veut sortir la France de la crise, si on veut relocaliser 1 million d'emplois, c'est ce qu'il faut faire pour équilibrer nos régimes sociaux. La seule solution, c'est de changer de politique européenne, de reprendre notre liberté. C'est ça la seule solution. Vous n'êtes pas sur une estrade. Jean-Marie Le Guen. Non, parce que c'est la seule solution. Jean-Marie Le Guen, vous répondez. Vous avez abandonné. Ce sont deux partis qui gouvernent depuis 20 ans et qui ont abandonné la maîtrise économique du pays. Vous répondez. C'est tout. C'est la réalité. Allez-y. Alors vous gérez un petit jeu de 35 heures, un petit bout de travail le dimanche. Je crois qu'on peut s'interroger sur la politique européenne et c'est ce que nous faisons, c'est ce que fait ce gouvernement qui souhaite qu'il y ait une activité plus grande menée par tout l'aspect de tout ce qu'on appelle... Alors on espère que les 300 milliards du plan Juncker vont remettre de l'argent dans l'économie, etc. Bien. Il y a des progrès qui se font sur la Banque centrale européenne. Mais c'est vrai que l'ensemble de la politique économique européenne ne nous satisfait pas au point où nous en sommes. Néanmoins, à aucun moment, et c'est la différence avec Nicolas Dupont-Aignan, avec le Front National, nous envisageons de quitter l'Europe. Nous n'envisageons pas de quitter ni l'Europe ni l'euro. Pourquoi? Parce que ce serait un véritable chaos économique et social.
un chaos économique. Le chaos, et social. il est en ce moment. Non, franchement, le chaos, il est si jamais aujourd'hui. si nous quittions l'euro ou l'Europe, J'ai je pas parlé rappelle de qu'il y a quitter plus de l'Europe. 30% des Français qui travaillent pour le commerce extérieur. Oui. Quand on mène la politique que fait M. Dupont-Aignan, on pense qu'on va mettre des frontières sans que les autres réagissent. C'est-à-dire que nos exportations vont chuter. 30% des Français vont se retrouver dans une situation incroyable. Mais plus La personne sortie ne croit de votre l'euro, caricature. la sortie de l'euro va effondrer le franc. La dette montera d'autant plus et les personne impôts ne croit d'autant. votre Voilà la caricature. réalité du chaos politique, Mais le économique chaos, et social il est que vous-même aujourd'hui. et le Front National vous proposez. Alors, maintenant vous je reviens assimilez au Oui, Front d'une National. phrase. sur les 35 heures. D'une Il est phrase. hors de question pour ce gouvernement de remettre en cause la durée légale du travail. Hors de question de remettre en cause la durée légale du travail. Et des pas de côté La vérité, c'est que là, Pardon Des pas de côté sur les 35 heures, les aménagements. Mais par contre, nous sommes pragmatiques et qu'à chaque fois qu'il faut donner plus de réactivité aux entreprises, nous sommes d'accord. le vrai blocage, Madame Toucher Merkel toucher sifflera le au gouvernement. pacte, toucher aux 35 heures, comme durée légale du travail, c'est tout simplement baisser les salaires. Nous sommes contre du point de vue social, nous sommes contre du point de vue économique. Et les seuils sociaux, vous allez y toucher ces La, fameux seuils la sociaux négociation, que les la discussion, elle a lieu en entreprises- ce moment entre les organisations patronales et syndicales. Nous verrons le résultat de cette négociation et nous agirons en fonction de ce résultat. On imagine que vous serez vigilant là-dessus. Oui, non, Jean-Paul vigilant, Maillot. mais c'est une négociation très dure. Il Ouais. faut savoir qu'au moment, elle est plutôt en situation de blocage qu'autre chose, puisqu'on a un patronat MEDEF très dur qui veut l'inversion de la hiérarchie des normes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire négocier au niveau entreprise et pas au niveau de la branche. Ça veut dire qu'on quitte le modèle d'égalité de droit républicain, c'est ça que ça signifie. Et deuxièmement, qui veut tout fusionner, les délégués du personnel, les comités d'entreprise et les CHSCT. La grande trouille des employeurs aujourd'hui, ce sont les CHSCT, conditions, comités d'hygiène et de sécurité. Donc, à partir de là, c'est une négociation qui est très bloquée pour le moment. Je ne sais pas si elle se débloquera. Pour l'instant, Je c'est pas gagné. vous parie qu'il n'y aura pas grand-chose dans la loi Rebsamen. Rebsamen. Il n'y a déjà pas grand-chose dans la loi Macron. Il n'y aura pas grand-chose dans la loi Rebsamen parce que le gouvernement est incapable en réalité de trouver une ligne. Sa majorité est totalement fracturée, on l'a bien vu. Et donc vous ne savez plus très bien où vous habitez. Vous ne savez plus très bien si vous habitez en Tiens, en fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Monsieur Mariton, qui était un de vos candidats, il votera la loi Macron. Vous voyez, vous qui avez tellement de cohérence, qui vous battez contre la loi Macron, attendez, tout vous en n'allez ayant pas peu vous donner d'arguments des pour le leçons. faire, C'est quand même eh pas bien, vous il y a qui un allez- de vos candidats à la présidence de C'est quand même pas l'UMP vous qui qui allez va donner voter. des leçons de cohérence. C'est le moment de faire politique. rentrer Guillaume plaît. Darey pour S'il un vous plaît. deuxième point sur les réactions sur Twitter, les réseaux sociaux. Alors, Beaucoup de gens ont réagi à la question des aéroports. Il y a Oui. beaucoup qui dressent le parallèle avec ce qui s'est passé au moment des autoroutes. La France a vendu ses autoroutes qui génèrent des millions. Maintenant, va-t-on vendre les aéroports? Les leçons du passé ont-elles été tirées, souligne cet internaute, sur Question la loi légitime. Macron. Toujours un petit peu ce scepticisme. On ne relance pas une économie avec des lois, mais avec des entreprises. Ce que dit ce téléspectateur. une fois qu'on a dit ça, Ben, là, c'est une loi qui donne plus de liberté aux Aux véritables entreprises. entrepreneurs, Mais baisser les charges aux sur les véritables entreprises. entrepreneurs et qui donnent Mais plus de droits aux réduisez les salariés. charges des entreprises. Ouais, Si vous voulez non, aider non. les entrepreneurs. Guillaume. D'autres y voient un Surtout, vrai revenez basculement. sur le compte pénibilité. Pardon. Revenez sur la pénibilité. On va faire débattre les deux, c'est pas dans la loi Macron. Guillaume, D'autres y voient un vrai- allez-y, allez-y. D'autres y voient un vrai basculement idéologique dans ce débat. C'est le cas de Maître Jonas qui dit la loi Macron, c'est l'un des indicateurs du basculement du PS vers la droite libérale, selon lui. Et là, Jean-Marie Le Guen, c'est vous qui êtes ciblé, notamment par la gauche de la gauche, qui vous a pas loupé au cours de ce débat. Éric Coquerel, du parti de gauche, sur le travail du dimanche, il estime que vous arrivez à être de loin le plus réactionnaire des invités de ce plateau. Gérard Filoche, membre du PS, toujours membre du Bureau national. Pareil, oui. Le travail du dimanche Ça ne vous rapportera enchante. pas un sou ni un emploi, seulement de la souffrance pour des femmes pauvres et précaires. C'est vous qui me parliez de C'est son cohérence, avis en tout cas. Gérard Filoche, je ne cherche pas la cohérence avec Gérard Filoche, je l'avoue très humblement. Rassurez-vous, Sophie, les notaires ne nous ont pas quittés en cette deuxième partie Ah, du débat. Ils les étaient notaires. toujours là. Nos Et amis bien les là, notaires. et pour pas faire de jaloux, il y avait aussi les avocats qui n'ont pas arrêté de Oui. le dire. Il n'y a pas que les notaires, il y a les avocats aussi C'est qui vrai sont qu'on n'a mobilisés. pas parlé des avocats. Le gouvernement s'attaque aux notaires, souligne cet internaute. Deux inquiétudes, explique notaire de Toulouse, l'emploi et le maillage, notamment ce maillage territorial. Enfin, on va terminer par un sourire après ce tweet justement d'un de nos confrères, Julien Arnaud, qui estime peut-être que finalement travailler le dimanche, c'est gagner la liberté d'échapper au déjeuner familial
avec la bénédiction des parents. Je le reconnais bien là. la belle-mère. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus débattre si tard sur ce plateau de mots croisés. On suivra bien sûr à la rentrée les débats animés à l'Assemblée et on comptera les dimanches qu'il restera. Merci à Brigitte Benkemoun, la rédactrice en chef de l'émission, Edwige Audibert et Nicolas Yomi, Amounat Tegui qui ont préparé cette émission. On se retrouve à la rentrée le 12 janvier pour un nouveau numéro de mots croisés. Tout de suite, place au cinéma avec le film mythique de David Lynch, Elephant Man. Bonne nuit sur France 2.